Bonsoir, merci beaucoup d'être là aussi nombreux, ça fait extrêmement plaisir pour ce ciné-rencontre qui nous fait également à nous, au cinéma de Vincennes, très plaisir. Et donc je vous demande d'accueillir chaleureusement la réalisatrice du film que vous allez voir, Manel Labidi. Bonsoir à tous, merci d'être là, nombreux ce soir. Je suis très heureuse de venir présenter ce film. Voilà, il y a quelques personnes que je connais dans cette salle. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, moi je suis née à Saint-Mandé, j'ai grandi à Vincennes. Ce cinéma, voilà, c'était le premier cinéma que j'ai fréquenté, donc voilà, il est assez chargé émotionnellement, on va dire. Donc voilà, c'est pas une projection anodine. Je vais vous laisser découvrir le film. Je reviendrai tout à l'heure évidemment pour les questions. N'hésitez pas, j'espère qu'il y en aura plein. Je serai ravie d'y répondre et voilà, je vous souhaite une très bonne projection. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, peut-être, selon la formule consacrée, quelqu'un veut... C'est que c'est difficile de parler après un film, mais c'est bien aussi qu'il y ait une certaine forme de spontanéité. Donc, est-ce que quelqu'un veut commencer par une remarque ou une question ? Maintenant que vous venez de découvrir le film. Bonsoir. Juste savoir quel lien vous avez avec la psychologie, la psychanalyse, si vous-même ça vous intéresse ou simplement c'était plus d'étudier le lien avec la psychologie dans ce pays-là ou, je sais pas. Pour moi, la psychanalyse n'est pas le sujet du film, c'est plutôt la fenêtre en fait, d'entrée dans cette histoire. Le point de départ en fait, de ce film, ça a été un événement historique, qui est donc la révolution tunisienne de 2011, où ce que j'ai pu voir ou apercevoir à ce moment-là, c'est qu'après des décennies de dictature, on a eu tout d'un coup une libération de la parole qui a pris forme et qui a rendu le pays, de mon point de vue, attention, c'est vraiment le ressenti, mon ressenti que je vous décris, qui a rendu le pays bavard. Et c'est là où je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire un film autour de cette libération de la parole. J'ai envie d'arriver à travers un genre cinématographique à raconter cette parole qui se libère. Et après, effectivement, la psychanalyse, c'est une discipline qui me fascine depuis toujours. Enfin, moi, je l'ai toujours vue comme un moyen de mener l'enquête sur soi, surtout quand on évolue dans des environnements où il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets. C'est une discipline qui me paraît intéressante pour répondre à un certain nombre d'interrogations. Et j'ai eu envie de faire ce rapprochement entre un pays qui se réinvente, qui cherche à se réinventer une identité, et la démarche psychanalytique chez quelqu'un qui suit un peu le même mouvement. C'est-à-dire qu'après une révolution, un pays, voilà, on a l'impression que tout est à reconstruire, tout est à repenser. Et beaucoup de gens qui suivent une analyse, en tout cas les débuts, s'apparentent un peu à ça. On a l'impression aussi qu'il faut tout remettre en question, réapprendre ou réenvisager son éducation, son rapport à ses parents, sa famille, son histoire. Et c'est ce parallèle-là qui me paraissait intéressant. Et après, c'est vrai que je trouvais que l'association de la psychanalyse, qui est une science, on va dire, occidentale, appliquée à un pays méditerranéen de culture arabo-musulmane, paraissait intéressante. Non pas pour les opposer, parce que je ne crois pas du tout aux théories essentialistes qui partent du principe que la psychanalyse ne peut marcher que sur un esprit occidentalisé. Mais au contraire, pour essayer de voir en fait que voilà, malgré le cadre et la rigidité, on va dire du cadre freudien qui est suivi par notre héroïne, il y a aussi une réinvention possible, une réadaptation, et qu'à la fin, il s'agit d'individus qui sont traversés par des problématiques universelles,
qui ont un inconscient, qui rêvent certainement comme tout le monde, qui ont un père, une mère. Et tout ça, je dirais, fait partie du socle commun à nous tous. Mais voilà, donc c'est plus, pour répondre vraiment directement à votre question, c'était vraiment une fenêtre d'entrée pour raconter cette histoire. Pour éviter de passer par quelque chose de plus documentaire ou plus descriptif ou plus dramatique, c'est un angle, voilà, avant tout. Mais du coup, si je peux me permettre, j'ai l'impression que déjà dans la manière dont vous répondez à cette question, on voit combien aussi cette fenêtre, elle appelle quelque chose qui a à voir avec des questions de cinéma d'un certain point de vue. Mais j'étais très frappée, je me suis régalée en regardant votre film, et j'étais justement très frappée d'y voir à la fois plein de choses inattendues, et en même temps un plaisir un peu subtil je sais pas comment je pourrais dire, de clins d'œil détournés, de choses qui viennent du cinéma et de questions de cinéma. Alors bon, c'est toujours des questions trop vastes. Et notamment de la comédie, qui est un cadre aussi particulier. La comédie, c'est vrai que c'est intéressant parce que, en tout cas, moi je suis partie d'un constat. Non pas que c'est pas ce constat qui m'a fait écrire une comédie. La comédie, en fait, c'est imposé finalement. Je me suis pas dit, voilà, je vais écrire cette histoire en essayant de faire rire les gens. Il se trouve que la comédie, quand je pense à la Tunisie, dans mon rapport que j'ai avec ce pays, avec cette culture, la comédie, pour moi, fait partie de l'ADN de cette culture. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on va dire, dans la langue, dans le rapport au monde, les relations entre les gens, qui intègre cette dimension-là. C'est une manière, on va dire, c'est un rapport au monde, en fait, que la culture tunisienne, que moi j'entretiens, que j'ai pu voir au sein de ma famille pendant mes séjours en Tunisie. Il y a quelque chose qui est complètement imbriqué dans la culture tunisienne, qui me paraissait essentiel de rendre compte, si je voulais être fidèle, en tout cas, ou en tout cas sincère par rapport à ma démarche. Et l'autre chose après qui est apparue, quand j'ai commencé à écrire mon scénario et quand je me rendais compte finalement que le réalisme laissait aussi la place à énormément d'absurdité, à des situations kafkaïennes, ubuesques, etc. Tout ça, je me suis dit, en fait, il faut profiter de cette dimension-là pour assumer ce genre et rentrer vraiment dans le genre de la comédie, qui est un genre malheureusement un petit peu malmené de temps en temps, mais qui est extrêmement noble, extrêmement riche, qui permet de faire passer énormément de choses en sous-texte, en évitant, on va dire, le côté explicatif ou le côté idéologique. Donc moi, ça m'a laissé une très très grande liberté de brasser plein de choses sur le plan politique, sur le plan même des questions qui sont peut-être un peu plus difficiles à aborder dans ces régions du monde. Là, j'ai une très très grande liberté avec ce genre-là. Mais le plus important pour moi, c'était que je me disais, ce genre-là va me permettre, pour une fois, à mes yeux en tout cas, de décrire une partie du monde et des personnages, en l'occurrence sont des personnages arabes, de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit peu souffert depuis très longtemps de voir le monde arabe décrit de manière extrêmement dramatique, assez unilatérale, avec... Pour moi, les personnages sont souvent des prétextes, en fait, pour faire passer des messages, et souvent des archétypes comme ça qui symbolisent une dimension des infos, quoi. Par exemple, on va voir une femme victime d'un homme qui serait un terrible macho, une femme à qui on force à porter le voile, par exemple, où on a ou aussi le terrorisme, toutes ces figures un petit peu... qui ont émergé, je pense, si je dois le placer sur une ligne chronologique depuis le 11 septembre, à peu près, où là on voit que l'actualité finalement a gagné aussi la fiction, et dans la manière aussi de représenter les personnages de fiction dans le monde arabe, il y a eu comme ça une espèce pour moi, de bascule. On est passé, je dirais, de quelque chose d'assez mielleux, orientalisant, à quelque chose de plus terrifiant. Sauf que l'entre-deux, à savoir le personnage qui traverse tout simplement... une banalité du quotidien, tout ça, ça manquait. Et la comédie m'a permis aussi ça, c'est que j'ai pu avoir la liberté de mettre en scène des personnages dans leur quotidien le plus banal. Parce que, même si évidemment énormément de sujets politiques sont soulevés en toile de fond, il n'en reste pas moins que ces personnages-là, si vous les prenez un par un, leur problématique, c'est une problématique non pas
typiquement arabe ou arabo-musulmane ou maghrébine, c'est une problématique universelle. Vous avez des parents qui essaient d'élever une adolescente en rébellion. Cette adolescente, elle rêve de vivre sa vie, de partir de chez elle, pour être libre. Vous avez un homme qui gère une addiction à l'alcool, un autre qui se pose une question sur son genre, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui, au premier abord, sont extrêmement banales. Mais en fait, cette banalité, paradoxalement, il me semble, a rendu mon film encore plus politique que si j'avais décidé en fait d'en faire un ouvertement politique avec vraiment des thèmes plantés comme ça en première ligne. Et c'est ce genre-là aussi, moi, que je revendique, qui m'a aussi permis ça. C'est que c'est un genre qui, l'air de rien, finalement, permet une très très grande liberté et permet en fait de dire beaucoup de choses et surtout de laisser poser et reposer les choses, bien après le film. J'aimerais bien que vous nous parliez peut-être vous allez parler de la façon dont vous avez écrit, mais également du travail que vous avez fait avec les comédiens et la comédienne et les comédiennes sur, me semble-t-il, un rapport qui s'instaure entre le personnage joué par Golshifteh Farahani et les autres qui construit, vous parliez de la libération de la langue, mais moi j'ai l'impression que vous arrivez, par la manière dont vous avez à la fois écrit le film et choisi de le mettre en scène, à construire un rapport, c'est pour ça que j'aime bien l'idée du second degré ou de l'humour, qui va construire des registres de rapports de langage avec nous, spectateurs, pendant le film. Alors peut-être c'est un peu... Alors, j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui se jouait aussi là-dessus. Au niveau du langage, de la langue, et puis je dirais de l'équilibre entre l'arabe, le français et le casting, on va dire tunisien, et le personnage de Golshifteh, qui on va dire le personnage atypique, ou en tout cas singulier dans cette galerie, il y avait déjà l'idée de la musique, c'est-à-dire que quand j'ai écrit le film, je savais qu'il serait dans les deux langues, parce que pour moi, c'est la musique que j'associe à ce territoire. C'est un territoire francophone, qui a un héritage français, comme vous le savez tous, un héritage aussi italien, méditerranéen. J'allais dire, il y a une troisième langue, c'est l'italien. C'est l'italien qui est très important. Qui apparaît tout de suite dans les chansons. Donc il y a cette musique, on va dire, de culture populaire, incarnée par ces musiques italiennes qui habillent le film. Mais la musique, pour moi, de cette communauté, de cette classe moyenne de la banlieue sud de Tunis, c'est le franco-arabe ou le tunisien français, je ne sais pas comment on peut, mais c'est une espèce de ping-pong permanent entre ces deux langues. Donc je savais que ce serait cette musique-là qui serait évidemment à l'œuvre. Je savais aussi que je savais exactement, à partir de ce casting tunisien, quelle énergie j'avais envie de tirer de tous ces acteurs, c'est-à-dire une énergie presque outrée, allant de temps en temps vers l'exagération, avec un langage du corps particulier, une intonation de voix particulière aussi. Là encore, parce que c'est une musique qui m'est familière, donc j'avais envie de retrouver. Mais en comédie, et peut-être que certainement ça doit s'appliquer dans d'autres genres, mais en tout cas je sais qu'en comédie, ce qui marche aussi, c'est quand on a des décalages en fait, d'énergie entre les personnages au sein même d'une séquence. Quand on a, par exemple, quelqu'un d'extrêmement, qui parle très vite, avec quelqu'un qui parle moins vite, avec un langage du corps qui s'oppose à l'autre, etc. Je trouve que c'est très payant quand on a des oppositions comme ça. Et c'est pour ça que le personnage de Golshifteh, je le voulais taiseux, je le voulais beaucoup plus mystérieux, avec un langage, avec un corps beaucoup plus lourd, avec beaucoup moins d'expression. J'ai pensé très vite. Cigarette. Oui, en fait, la cigarette aussi, c'est pour moi, parce qu'en fait, quand j'écris le personnage, je ne sais pas pourquoi, j'étais hantée par la figure du cow-boy. Il y avait quelque chose comme ça qui s'imposait tout le temps, une espèce de personnage qui arrive dans une contrée hostile et qui va essayer de faire sa place. Et c'est vrai que le cow-boy, souvent, il a des attributs qu'on peut retrouver chez elle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle peu, qui observe, qui a une espèce de présence dans l'écoute, dans l'observation. Donc évidemment que la comédie, le genre m'a permis de m'amuser avec ce code-là. Mais j'avais envie d'opposer cette énergie méditerranéenne, cette quasi-hystérie, avec quelque chose de beaucoup plus retenu, de beaucoup plus discret, mais pas moins présent et voire même charismatique à pas mal d'endroits.
pour justement arriver à trouver cette espèce d'équilibre, pour pas tomber évidemment dans quelque chose qui serait complètement exagéré ou qui sonnerait faux. C'est vraiment cette musique que j'ai toujours essayé de retrouver et qui s'est non seulement manifestée dans les dialogues, dans l'écriture, mais aussi dans la manière dont j'ai dirigé les comédiens et la manière dont Goldshifteh aussi comment elle a su aussi zigzaguer entre ces différents personnages et ces différentes personnalités pour essayer d'arriver à une espèce de justesse qui me semble être le cas dans le film. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur une remarque ou une question parce que C'était obligé de la tatouer, la psy? En fait, c'est un tatouage kabyle qu'elle a sur le poignet, non? C'est un tatouage berbère en fait. Berbère. Ouais, c'est un tatouage amazigh qui symbolise en fait l'homme libre. Voilà, et c'est une référence purement personnelle, un clin d'œil que je m'adresse à moi-même. Voilà. C'est pour rebondir sur les tatouages. Ouais. Le tatouage qu'elle a sur le cou, comme c'est l'une des premières images qu'on a d'elle, c'était un choix particulier de justement, quel est le symbole derrière? En fait, ça faisait partie, on va dire, de la caricature du personnage. Enfin, je l'avais imaginé, avec des tatouages qui symbolisent, on va dire, qui ont une dimension philosophique, donc liée à la liberté, et qui, pour moi, était une manière aussi d'ancrer ce personnage dans une forme de liberté, mais qui ne serait pas ostentatoire ou revendicatif. C'est un personnage, à aucun moment on va l'entendre dire « je suis libre, je fais ce que je veux ». Sa liberté, elle s'incarne par qui elle est, par ce qu'elle fait au quotidien, par le fait de venir s'installer là, de vivre seule, d'assumer parfaitement, sans aucune justification supplémentaire, son célibat ou l'idée qu'elle n'aura pas d'enfant ou qu'elle n'en veut pas. Ça faisait partie, on va dire, au même titre que j'ai pensé son costume, j'ai pensé à ses tatouages. Comme je disais à la dame tout à l'heure, c'est aussi un clin d'œil personnel. Je fais référence à quelqu'un en particulier en créant ça, mais c'était aussi, c'était le prolongement en fait du costume quelque part de ce personnage. Et c'est vrai que les tatouages, aujourd'hui en Tunisie, peuvent être vus comme subversifs dans certains milieux, mais le sont moins, on va dire, en ville. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et j'avais pas envie de lui mettre n'importe quel tatouage. C'est aussi des tatouages qui racontent aussi quelque chose de ses origines. Pardon ? Une forme d'armure aussi? En fait, oui. C'est quelqu'un qui raconte peu, qui est assez discret, assez solitaire. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de jouer avec l'image, c'est-à-dire ces tatouages, pour ceux qui connaissent évidemment les significations, racontent quelque chose d'elle, d'où elle vient certainement. J'essaye en fait de profiter de l'image pour raconter aussi quelque chose sur les personnages sans forcément passer par la parole. Par exemple, vous citez les tatouages, mais si on reprend un autre personnage dans le film où on sait très peu de choses d'elle, mais on peut essayer de les deviner. C'est par exemple le personnage de la secrétaire administrative qui, en fait, ses fonds d'écran nous donnent quelques indications sur qui elle est. Mais ça passe vraiment par ce petit détail. On n'a pas besoin de faire une scène à la maison. Et donc, je pense, moi j'aime bien essayer de tirer tout ce que l'image peut nous offrir, donc tirer l'attirail des costumes, de la coiffure, pour aussi raconter le personnage et laisser aussi le spectateur libre de voir ou de ne pas voir et d'en savoir plus sans avoir à le dire explicitement. Est-ce qu'il y a des psychanalystes en Tunisie? Et sinon, est-ce que cette introduction du personnage est totalement anachronique? Première chose. Et je suis assez perplexe sur la fin. Est-ce qu'elle s'autorise ou est-ce que c'est une projection? Voilà. La psychanalyse, oui, elle existe en Tunisie. Elle reste quand même assez embryonnaire, la psychanalyse, donc au sens, je ne parle pas de psychothérapie, de psychanalyse. Il y a quelques psychanalystes, évidemment, qui sont, on va dire, plutôt concentrés dans des zones qu'on qualifierait de bourgeoises. Il y a en revanche un essor assez important de la psychothérapie, et notamment après la Révolution.
parce que bon, vous imaginez donc les dommages collatéraux suite à cet événement. À l'époque, quand je faisais des recherches, ce qu'on me disait, c'est que l'hôpital tunisois, qui s'appelle Razi, qui est donc l'équivalent de Sainte-Anne ici, avait des listes d'attente qui étaient de plus en plus longues pour des consultations, pour traiter des troubles dépressifs, anxieux, etc., qui s'étaient vraiment développés massivement après la Révolution. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Révolution, c'est joué en quelques semaines et est arrivé de manière très brutale, inattendue. On est passé d'une dictature policière à un État comme ça, un peu livré à lui-même, avec énormément d'incertitudes, une montée de la violence, et puis avec évidemment le spectre terroriste et islamiste qui s'est ajouté à ça. Donc tout ça a eu des dégâts qui se manifestent évidemment par la demande pour la psychothérapie. Donc c'est pas vraiment anachronique parce que à l'époque la demande était là, l'offre évidemment était plus faible. C'est pour ça que c'est la comédie aussi qui me permet de jouer sur de pousser le curseur à fond quand elle pose son cabinet. Les gens sont là et ça raconte aussi tout simplement ce besoin qui était extrêmement pressant à l'époque et qui l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et quant à la fin, alors c'est une fin qui peut-être a frustré certains parce que on ne sait pas évidemment quelle est l'issue de cette romance ou cette histoire d'amour, je ne sais pas comment on peut la qualifier, mais c'était un choix très prémédité dans le sens où là encore souvent dans les comédies les personnages féminins sont motivés par la recherche de l'amour. Et ça, je trouve que c'est assez réducteur et je pense un petit peu dépassé. J'ai eu envie de jouer avec les codes de la comédie romantique en semant les graines comme ça d'une romance potentielle entre ce flic et cette psychanalyste, chose qui n'advient jamais. Et cette fin aussi, elle est là pour raconter deux choses. La première, c'est que je rappelle aux spectateurs que l'enjeu n'est évidemment pas là, et que pendant 1h30, vous avez suivi le parcours d'une femme qui était motivée avant tout par un projet professionnel, intime, mais avant tout personnel, et non pas l'amour. Et l'autre chose, c'est qu'on a face à nous un personnage dont on sait la difficulté certainement par rapport à cette question. Là encore, j'avais envie de laisser le spectateur imaginer. Il y a une possibilité, et puis une impossibilité. Et peut-être que ces deux-là vont se retrouver, peut-être qu'ils vont se marier, auront plein d'enfants comme dans un conte de fées classique, ou peut-être que ils seront simplement amis, ou peut-être que ce sera leur dernière rencontre, qu'importe. Mais en tout cas, je laisse chacun l'imaginer, qu'on soit romantique ou pas. Mais en tout cas, l'intérêt de cette dernière séquence, c'est de me recentrer sur elle et de rappeler que on est en comédie, on est dans la fiction, on a une femme magnifique, et pour autant, il y a autre chose que l'enjeu amoureux. Et ça, c'est très très important. Et là encore, ça faisait aussi partie un peu de mon cahier des charges, parce que en faisant un film qui avait, on va dire, pour thématique, en tout cas, comme thème, la psychanalyse, le piège, c'était pour moi de tomber dans une psychologisation des personnages. Comme je te l'expliquais, il y a quelque chose vraiment qui me frustre souvent, c'est quand on en sait trop, quand on nous donne un petit peu tout avec comme une espèce de petit résumé de la vie du personnage avant, après, pendant. Et là, j'avais aussi envie de jouer sur le mystère que les psychanalystes aussi dégagent. Pour ceux qui en fréquentent, il y a cette frustration qui est de ne pas savoir qui est cette personne qui nous connaît pourtant le mieux. Et quand on rentre dans un cabinet, je sais qu'il y a toujours cette volonté de percer le mystère en regardant ce qu'il y a dans les bibliothèques, en regardant la décoration, en essayant de faire un petit peu des interprétations, des rapprochements. Et c'est ce que j'ai aussi voulu faire dans ce film. C'est-à-dire que j'ai laissé des graines, j'ai semé des graines, pardon, et on peut se créer vraiment une histoire assez riche sur elle, mais je pense que la vôtre sera très différente de celle de quelqu'un d'autre, et ça me paraissait intéressant à exploiter. Voilà. Oui, pour poursuivre ce que vous disiez, je trouvais très intéressant parce que ces balances que vous faites entre dire et pas dire, et en fait vous renversez les rôles des personnages. En fait, on sait beaucoup plus sur la psychanalyste et pas sur les patients.
on vient un peu en pensant que ça va être un peu d'Almodovar et on va voir la crise des nerfs de chaque patient qui arrive et son histoire et on va saisir les trucs. Et comme vous dites, vous aimez un petit peu, mais vous changez, vous montrez plutôt, on la suit elle, bien sûr, c'est principal, mais on la devine plus elle avec ses fantasmes même à la fin, ses envies, ses contradictions aussi, parce qu'elle est hors la loi, elle pense qu'elle arrive dans le bled, et en fait, il y a des lois, il y a des choses, c'est juste, et l'amour, c'est un peu ça aussi. Sur 1h30 ou 1h45, si le film avait été plus long, ça aurait été extrêmement artificiel que d'essayer de rentrer en profondeur ou de boucler des histoires de patients. C'est pas ça, et d'ailleurs la psychanalyse n'a pas c'est pas ça l'objectif de la psychanalyse, n'est pas de conclure, c'est au contraire, c'est l'inverse, c'est d'ouvrir et ouvrir un champ de possibles. Et ça, c'était très important aussi d'envisager cette galerie de personnages comme, et ce personnage principal comme se faisant un écho mutuel, c'est-à-dire que les interrogations, la souffrance des uns et des autres, en fait, fait écho sur elle et la conforte dans sa motivation, dans son envie de rester. Il ne s'agissait pas vraiment d'avoir d'un côté la description de névrose d'un pays et puis son parcours à elle, c'était vraiment d'imbriquer les deux. Et ça passait évidemment par mettre l'accent sur ce trajet personnel, parce que c'est ça le cœur du film, c'est le parcours d'une femme. Il se trouve qu'effectivement elle est dans un contexte, elle est dans une arène qui est en train de se transformer en pleine ébullition. Mais sinon, rentrer dans le détail, c'est faire la série In Treatment, par exemple, en analyse, qui, elle, vraiment a comme dispositif de suivre vraiment des patients dans leur analyse. Et là, on rentre vraiment dans le travail, il n'y a aucune frustration. Ce n'était pas du tout le projet du film, mais d'où voilà, ce côté peut-être un petit peu déceptif pour certains, voilà, de ne pas pouvoir entrer dans l'intimité profonde de ces gens-là. Mais il aurait été, je pense, impossible de le faire sur un long métrage. Oui, il y a un personnage qui nous intrigue pas mal, c'est celui qui vient la dépanner en voiture. Son physique, son comportement. Alors, est-ce que quelqu'un l'a deviné? Je crois qu'on... Alors oui, c'est un peu on va dire son maître à penser. Alors, oui. Aurait-il un certain air de ressemblance avec celui dont le portrait nous est caché par le premier plan et dont le déménageur aimerait bien savoir si c'est votre grand-père, si c'est... Alors effectivement, oui, ce personnage mystérieux qui arrive avec sa Jaguar, c'est... Quand je l'ai écrit, j'ai écrit sur mon scénario « Un sosie maghrébin de Freud arrive ». Et donc dans ma tête, bon, il était plutôt brun, il avait le même costume, mais c'était une vague ressemblance. Et quand j'ai fait passer les essais, on m'a présenté un monsieur qui se rapprochait vraiment de l'original. Et donc c'est pour ça que voilà, je suis allée un peu plus, on va dire, plus loin dans cette rupture, en fait, parce que c'est effectivement une rupture dans le film, même dans le genre, c'est-à-dire que ce personnage comme ça, venu de nulle part, dans une Jaguar qui ressemble, on va dire, un petit peu quand même à Sigmund Freud, c'était pour moi aussi une manière de casser la... J'aime pas ce mot, mais bon, peut-être que c'est le plus simple, la mécanique, en fait, du récit. Rentrer dans une dimension un peu plus onirique. On ne sait pas si elle rêve, si c'est vrai. De toute façon, tout le film est un peu comme ça, parce qu'on arrive parfois dans des situations tellement absurdes qu'on se demande si vraiment on est vraiment dans le réel, et pourtant on y est. Là, c'était le moment pour moi où on se retrouve avec ce personnage qui est un petit peu au bout, en fin de course, quoi, et qui va, pour une fois, se défaire de tout ce qui la protège. La cigarette, elle ne peut plus fumer, elle peut plus s'échapper, elle est face à elle-même. Et je me disais, le seul personnage qui, dans ce film, qui aura besoin d'un mouchoir, ce sera elle. Et donc c'est pour ça que j'ai joué de ce moment comme un moment de rupture onirique. Aussi parce que c'était une manière aussi de me réapproprier le récit, parce que la comédie, elle a un problème, c'est qu'elle demande une rigueur et parfois une rigidité dans la construction. Et ces questions de rythme qui s'imposent tout le temps, etc. Et j'ai eu envie à un moment donné
voilà, de pas forcément suivre ce calque-là, quitte à perdre un petit peu certains, mais parce que j'avais aussi besoin de, voilà, de retrouver une forme de, voilà, de souplesse dans le récit. Et ça, ce moment-là, par exemple, voilà, il en fait partie. Et je l'ai poussé avec la musique, je l'ai poussé avec ce personnage qui arrive dans un costard 3 pièces comme notre ami autrichien. Je l'ai poussé vraiment dans tout. Alors, il peut perdre certains, mais pour moi, je dirais, c'est le moment où je reprends un peu le contrôle sur la mécanique, en fait, qu'impose une comédie. Je vous trouvais aussi très importante le rôle de la coiffeuse, qui est tout le long, c'est un peu aussi son ombre, un peu, elle est la plus présente je trouvais, parmi ses passions. Et comme je ne connaissais pas l'histoire de la Tunisie, elle fait italienne. C'est un peu ce mélange-là, hein, c'est un peu la Claudia Cardinal de votre film. Elle est à la fois originale et en même temps très banale, j'ai envie de dire, en Tunisie. Ces femmes-là, j'en connais énormément. Elle fait partie aussi, dans ce film aussi, c'était intéressant aussi de montrer différents types de féminité dans ce pays. Comme je disais tout à l'heure, on a souvent des archétypes. On a souvent l'archétype de la Scheherazade sensuelle, on a à l'inverse une pauvre victime du patriarcat. Sauf qu'au milieu, il y a énormément de choses. Il y a des femmes voilées extrêmement sexualisées, d'autres qui sont voilées pour des raisons de spiritualité, d'autres par coquetterie ou par volonté de se réapproprier une identité. Il y a des femmes comme elle qui sont, voilà, comme vous dites, dans une tradition italienne. L'Italie est beaucoup plus influente que la France en termes de mode, vraiment. C'est-à-dire que très longtemps, en Tunisie, avant l'arrivée des satellites, les deux chaînes qu'il y avait, c'était la RAI et Antenne 2. Et la RAI était très influente culturellement, et les femmes souvent se revendiquent comme ça de la mode italienne. Ce sont des modèles comme ça qui ont, en tout cas pour sa génération à elle, ont été très importants. Ça l'est moins aujourd'hui. Aujourd'hui, les modèles féminins viennent plus du Golfe. Mais pour les gens de sa génération, l'Italie, la France, mais surtout l'Italie, étaient vraiment des canons de beauté, des modèles à suivre. Et c'est aussi un clin d'œil aussi sur ces influences-là. Et quand vous me parlez de la musique italienne tout à l'heure, c'est aussi pour rappeler cette influence, mais aussi pour, ramener le récit dans quelque chose de plus méditerranéen, de plus universel. C'est une histoire française et arabe, même si la France n'est pas du tout montrée. Et c'était un choix, parce que beaucoup m'ont dit « mais t'as pas envie d'écrire une scène où, je sais pas, elle est à l'aéroport, on la voit, je sais pas, faire ses valises ». C'est très important que la France soit hors champ, parce que pour moi, elle est encore plus présente, parce qu'on se demande aussi pourquoi elle a quitté la France. La France est présente aussi dans la langue, elle est présente dans les envies d'ailleurs, des uns et des autres, et puis elle est aussi présente dans cette voiture, cette fameuse Peugeot 404, qui est un outil de comédie formidable, mais aussi faisant partie du patrimoine tunisien. C'est une voiture qui est comme une Madeleine de Proust, pour moi, que j'ai vue transporter des cortèges de mariés, transporter du bétail, enfin c'est une icône nationale. Et c'est vrai qu'en montant le film, je me suis dit, c'est fou parce que chaque film, je pense à son inconscient. Et en montant le film, je regardais cette voiture et je me suis dit, mais en fait, cette voiture résume totalement l'enjeu du film. C'est-à-dire que c'est une voiture française, Peugeot 404, qui a été revisitée, customisée à la sauce locale, on a l'impression qu'elle va mourir à chaque coin de rue, pourtant elle redémarre. Et pour moi, ça symbolise aussi la Tunisie, ça symbolise aussi ce personnage, comme ça, entre deux, qui est sur le point de craquer à tout moment et qui pourtant redémarre. Et c'est une image du pays, c'est une image de ce personnage, et quand Freud arrive et qu'il soulève le capot, là, il fait l'état des lieux, quoi, de notre personnage, et puis aussi, quelque part, d'où en est le pays à ce moment-là. Mais c'est vrai que voilà, cette idée, c'est marrant, c'est parti vraiment d'une volonté visuelle d'avoir ce personnage-là, parce que je ne pouvais pas l'enlever quoi, de mon arène, et pourtant il me raconte tellement de choses, et il me montre aussi à quel point, enfin vous parlez de mise en scène, etc., quand on n'a pas besoin de montrer pour que les choses soient présentes. Pour moi, on dit souvent, c'est un film tunisien, je fais non, c'est un film français parce que produit en France, et moi je suis française et tunisienne, mais c'est un film pour moi qui est à la fois français, tunisien, méditerranéen,
Je pense que c'est ça, en fait. Je pense que c'est l'appellation méditerranéenne, certainement la plus juste, d'où l'Italie, d'où la musique, etc. Et puis même, il y a un ton... mais c'est vrai qu'on retrouve ce plaisir qu'on a. On a fait un cycle il n'y a pas longtemps ici sur le cinéma italien, de la comédie à l'italienne. C'est-à-dire à la fois dans la manière de montrer les personnages, de saisir, de pouvoir se permettre d'aller loin dans la façon d'écrire le film, et en même temps de saisir très concrètement ce qui se passe au moment où il se passe, dans le lieu où les personnages sont inscrits, c'est-à-dire socialement, etc. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est quand même qui a été porté peut-être le plus haut par la comédie à l'italienne, et dont on ne peut pas, dès qu'on entend le début, dès qu'on voit la première scène et puis qu'on entend la musique avec des chansons italiennes, il y a aussi quelque chose qui fait que, j'ai envie de dire, en terre de cinéma, on est accueilli en terre de cinéma. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que je ne sais pas, peut-être vous allez nous parler de la manière dont d'autres films peut-être vous nourrissent. Il y a d'autres choses. Moi, je ne peux pas m'empêcher que le personnage de l'imam me rappelle très fortement, n'est-ce pas, un autre, voilà, les lunettes, tout ça, les cheveux, bon bref. Donc il y a comme ça un certain nombre de choses qui viennent nourrir aussi. Vous parliez d'un décalage qui viennent nourrir ce que sont les personnages par la manière dont nous qui voyons des films, nous les nourrissons des autres films que nous avons vus, quand bien même ce soit des films italiens ou des films américains ou d'autres. Alors c'est vrai que bon, les références, je ne suis pas partie avec des références très claires. Disons que forcément les choses arrivent un peu par hasard. Dans le cas de Woody Allen, par exemple, alors c'est vrai que j'avais en tête un personnage d'imam assez sensible, là encore pour casser la représentation d'un imam vieux et fermé. Il se trouve que l'acteur que j'ai choisi m'a fait penser, je l'ai vu, je l'ai trouvé super, et puis dans la nuit, j'ai eu un flash, je suis allée regarder des photos de Woody Allen sur Internet, et puis je me suis dit, c'est marrant la ressemblance. Donc, les lunettes sont venues après, c'est-à-dire que c'est vraiment, j'ai pas prémédité, c'est que j'ai profité de cette occasion pour tirer cette perche qu'on me tendait. Donc ça s'est joué sur une monture de lunettes, mais c'était pas, j'ai pas cherché un acteur qui lui ressemblait. Mais il se trouve que voilà, c'est des hasards heureux. Est-ce que vous pourriez partager comment vous avez mis en place le film, enfin, combien de temps ça a pris pour l'écrire? Est-ce que c'était difficile pour le monter, pour le financer? Bon, pour résumer un petit peu, j'ai commencé à le dialoguer à partir de 2016, exactement. Début 2016, si j'ai pas de bêtises. Oui. Non, je dis bêtises. Début 2015. Donc j'ai fini l'écriture du scénario en mars 2016. Au printemps 2016. Et ensuite, j'ai rencontré mon producteur à ce moment-là. En fait, j'ai rencontré mon producteur alors que mon scénario était déjà écrit. Il y a eu quelques ajustements qui ont été faits avec lui. Et ensuite, ce qui a un peu accéléré les choses, c'est j'ai remporté un prix pour ce scénario, qui n'est pas un prix très connu, mais qui est connu, on va dire, dans le milieu du financement, qui est surveillé, ou en tout cas qui a été vu par des distributeurs. Et les distributeurs, donc, dans la chaîne de financement du cinéma, c'est, on va dire, le maillon essentiel pour lancer le financement d'un film et sa fabrication. Donc j'ai eu la chance d'avoir un distributeur assez tôt, et ça derrière a ouvert le début du financement du film. Donc on a eu Arte qui ensuite est rentré, puis Canal+, OCS, différents investisseurs spécifiques au cinéma. Et donc ça a démarré en janvier 2018, on a tourné en août 2018 et on a fini le film en mai 2019, montage, post-production, toute la post-production incluse. Et on a montré le film la première fois, donc c'était en septembre 2019, donc septembre dernier, au Festival de Venise, et voilà, il sort février 2020. Donc voilà, ça paraît long comme ça, mais en fait, c'est pas si long que ça, en fait. J'ai eu beaucoup de chance dans la manière dont les choses se sont déroulées, parce que c'est pas très long. Vous parliez tout à l'heure des différentes formes de féminité qui sont montrées dans le film, et
à ça, il y a 2 moments qui m'ont beaucoup marqué. C'est dans une instance le moment entre le mari et sa femme et la question de la beauté et comment elle se voit par rapport à lui. Et aussi dans toute la recherche du genre du boulanger. Et je me demandais pour le boulanger en particulier, si c'était aussi dans cette recherche de féminité pour lui, en fait, de se questionner par rapport à sa féminité. Alors lui, c'est vraiment un mystère total, parce qu'on ne sait pas, en fait, quelque part. Beaucoup disent, il est homo. Je dis non, peut-être pas. Enfin, c'est pas ça, ou peut-être, oui. Pour lui, ce personnage, pour moi, il incarne vraiment ce personnage complètement verrouillé, qui fait une rencontre et tout d'un coup, tout explose, mais tous azimuts. Enfin, ça va dans tous les sens. Le problème, c'est la canalisation, en fait, de tout ça qui va être l'enjeu pour lui. Mais lui, j'ai voulu, en fait, d'ailleurs, même dans le choix d'acteur, parce que j'ai choisi un acteur qui s'appelle Hicham Yacoubi, qui est un acteur qui est assez, on va dire, qu'on a vu dans certains films d'auteurs, assez connu. Il fait souvent des rôles très, très, très noirs, très sombres. C'est un des personnages du prophète d'Audiard, celui qui se fait tuer au début du film. Il a joué dans Timbuktu, il a un rôle aussi assez compliqué, dans Le Caire confidentiel, par exemple. Il incarne pour moi, Hichem, à la base, en tout cas au premier abord, une masculinité méditerranéenne très stéréotypée, quoi. C'est vraiment l'homme maghrébin dur, comme ça, en apparence. Sauf que moi, quand je l'ai vu dans le Timbuktu, il y a une scène où il danse, et donc il y a quelque chose qui m'avait déjà touchée chez lui. Et en discutant avec lui quand je l'ai rencontré, parce que j'ai vraiment écrit le rôle pour lui, c'est le seul acteur à qui j'ai pensé quand j'ai écrit le scénario, il m'a dit, en fait, non seulement il fait du kung-fu, ça vous avez pu le constater, mais c'est vrai. Mais c'est un danseur classique, il était danseur classique professionnel pendant 20-25 ans. Et en fait, pour moi, c'était aussi une manière, et d'ailleurs pour tous les hommes du film, c'était très important aussi d'explorer une dimension beaucoup plus sensible de l'homme arabe, et de l'homme tunisien particulièrement, parce qu'en Tunisie, les femmes, historiquement, ont une histoire, on va dire, par rapport à leurs droits très différents du reste du monde arabe. Depuis les années 56, en fait, depuis la fin du protectorat, on a eu ce qu'on appelait le Code du statut personnel, qui a permis en fait, aux femmes d'obtenir un certain nombre de droits fondamentaux, comme le droit au divorce, la fin de la polygamie, de la répudiation, etc. Donc tout un groupement de lois qui ont été très avant-gardistes à l'époque. Il y a encore énormément de travail, c'est loin d'être terminé en Tunisie, mais bon, le pays a quand même pris beaucoup d'avance par rapport à ses voisins. Et souvent au Maghreb, on dit souvent il y a un proverbe assez drôle et en même temps qui laisse pantois, qui dit que l'homme algérien est un guerrier, le marocain est un berger et le tunisien est une femme. Et c'était un peu ça aussi, c'est vraiment d'arriver à non seulement montrer un panel de femmes très différentes, on va dire, qui sort, on va dire, des archétypes classiques, mais aussi de rendre un peu la même chose aux hommes, en les montrant aussi dans une vulnérabilité, dans quelque chose aussi de plus féminin, pas d'efféminé, mais de féminin, vraiment. Et j'essaie vraiment d'inverser comme ça les attributs qu'on donne à un genre et puis à l'autre, essayer vraiment de les redistribuer, pour remettre un peu de complexité dans un paysage qui est souvent trop binaire, trop manichéen. Et la manière de raconter les hommes aussi faisait partie de ce projet. Ce n'est pas très intéressant, mais la remarque à propos de Woody Allen et les lunettes m'a fait penser à une réplique au début du film qui était « T'es juif, toi, non ?» ou « T'es juif, je ne me souviens plus exactement. » Et on m'a raconté une blague qui était censée être la blague la plus courte, qui était un juif rencontre un autre arabe. Voilà, c'est tout. Ce qui m'intéressait dans le film, c'est que Gulshes Farhani est remarquable et tout ce qui tourne autour d'elle, tout l'aspect satirique tourne autour d'elle. Elle est le genre de Buster Keaton, pas tout à fait, mais voilà, je ne pense pas qu'elle ait fait quelque chose qui provoquait vraiment un sourire. C'est une situation autour d'elle. C'est vrai qu'elle est,
je parlais de la figure du cow-boy, mais aussi la figure du clown triste. Il y a quelque chose comme ça, je ne voulais absolument pas d'un personnage principal, enfin, en tout cas pour ce rôle, qui soit, on va dire, estampillé comédie, qui soit... c'est pas par elle, en fait, que vient la comédie. Voilà, c'était vraiment un choix très conscient de ne pas du tout l'amener vers un terrain de manipulation, quoi, à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est justement parce qu'elle est, elle est aux antipodes en fait des autres que le rire ou que la comédie pour moi surgit. Et je suis sûre que si j'avais pris une actrice, on va dire beaucoup plus rigolote ou joviale, je ne sais pas comment on peut qualifier, ça aurait été complètement, ça aurait été catastrophique. J'en suis sûre. Votre film m'a énormément marqué. C'est la deuxième fois que je le vois en salle et je pense le voir encore pour plusieurs raisons. Il y a tous les codes et le décodage au premier, deuxième. En fait, comme disait Madame, il est jubilatoire pour ma culture ou pour mes racines que je retrouve et que en fait, il y a énormément de signes et de codes et surtout pour l'avoir vu la deuxième fois, je pense de revoir encore. Je vais être un peu provocateur, c'est qu'au XXIe siècle, avec Gauthier, en fait, c'est juste pour moi, en fait, j'aurais souhaité qu'elle ne fume pas dans ce film. Voilà. Ou qu'il y ait un peu trop de cigarettes, voilà. Mais aussi, vous parliez tout à l'heure de la place de l'homme en Méditerranée ou dans cette culture, en fait, des deux rives de la Méditerranée. Et je crois que vous avez un très grand champ d'exploration de l'écoféminisme et en fait de l'homme allant vers la femme et vice-versa. On s'est posé la question parce que quand on écrit un personnage fumeur, la question est de savoir est-ce qu'il fume beaucoup ou peu, est-ce qu'il fume de manière occasionnelle, enfin, c'est vraiment une question de base. Et avec ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a trouvé goldshifté. Quand on a réfléchi à son personnage, je dis j'avais pas de comment dire d'idée fixe quoi là-dessus. Et elle me dit en fait moi je pense qu'elle fume beaucoup même. C'est une fumeuse, mais elle dit si elle fume beaucoup il faut l'assumer. Et là aussi parce que ça raconte aussi quelque chose. C'est quelqu'un qui va centrer sa colère, sa frustration sur quelque chose. C'est pas quelqu'un qui court visiblement, qui fait du sport. C'est pas quelqu'un qui se rue sur la nourriture. C'est pas elle n'a pas elle boit pas, elle le dit. Elle a pas tellement de vices. Et ça, c'est peut-être le seul. Et cette addiction qui est, on va dire, c'est évident puisque vous n'êtes pas le seul à la remarquer, et encore moins maintenant, encore plus aujourd'hui que la cigarette a disparu quand même des écrans. Et là aussi, ça a enrichi le personnage aussi pour raconter, qu'il y a quelque chose aussi de très verrouillé chez elle, qu'elle compense en fait avec avec la cigarette. Ouais. Bonsoir, déjà Bonsoir. bravo. Merci. J'ai trouvé que c'était un film touchant. Et au-delà de tout ce qu'il y a à voir dans ce film, moi j'ai vu de la solidarité en fait. On peut voir quand elle cache la jeune fille parce que sa mère vient et qu'elle la cherche partout, ou que la directrice du salon de beauté lui dit, la responsable lui dit si tu veux je peux te prêter la salle du salon d'épilation. Donc je voulais savoir votre point de vue sur cette la solidarité. Ouais. J'en ai parlé, j'ai eu une question qui ressemblait un peu à celle-là il n'y a pas très longtemps. Et la solidarité, effectivement, elle s'exprime entre femmes. Il y a effectivement une sororité qui existe parce que les femmes, même si, comme je vous l'ai dit, les choses sont quand même avancées par rapport à d'autres pays, sont quand même, on va dire, encore victimes de certains restes, ou encore restes du patriarcat. Donc il y a une solidarité qui se fait entre elles. Et aussi à l'inverse, beaucoup de femmes sont parfois, on va dire, dans le mauvais camp et contribuent à reproduire des schémas archaïques. Mais plus généralement, je dirais que je vois plus en fait une solidarité de la société dans son ensemble. Par exemple, le plan que vous voyez à la fin, où on voit Raouf le boulanger qui travaille en fait, et puis il va prendre son pain, puis on voit comme ça sa lingerie qui dépasse. Au-delà du fait que c'est rigolo, mais c'est pas ça que j'ai voulu raconter avec ce plan.
c'est justement ce déni collectif qui est pour moi une forme de solidarité. C'est-à-dire que tout le monde le voit, en fait. C'est jaune, ça se voit, il sort le pain, enfin, il va le chercher toutes les 2 secondes. Tout le monde l'a vu. Mais personne ne dit rien. Alors qu'on est dans une société quand même traditionnelle. On est dans un milieu de classe moyenne encore, je dirais, traditionnel, où la religion est quand même très importante, les injonctions de la religion sont très très fortes. Et pourtant, personne lui dit « Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais appeler la police. » Enfin, on pourrait imaginer ça. Et ça, moi, je l'ai observé. C'est-à-dire que souvent, dans des pays où il y a beaucoup d'interdits, il y a évidemment la partie tragique de dénonciation, etc. Mais il y a aussi toutes les stratégies que les individus mettent en place de manière inconsciente pour maintenir comme ça une espèce de paix. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites alors qu'elles sont interdites et pourtant qui passent. Et ce personnage-là, moi, il m'a inspiré directement d'un personnage vraiment que j'ai observé quand j'étais plus jeune. C'était le coiffeur de ma famille, était un travesti. Et j'ai une famille qui est plutôt traditionnelle. Et je me souviens de mon grand-père, qui lui était le plus traditionnel de tous, qui allait se faire coiffer les cheveux chez lui. Et c'était quelqu'un qui avait, donc il mettait une djebba, donc une robe de femme, enfin une djebba pour les femmes, qui rentrait dans sa culotte, il était maquillé, il avait pince dans les cheveux, et puis voilà, et puis c'était une institution, il avait des clients, tout le monde y allait. Et il revenait, et puis il disait « Ah, je suis allé me faire couper les cheveux il s'appelait Shiheb à l'époque. Il fait « Oh, qu'est-ce qu'il est drôle !» Il se déguise en femme, c'est super marrant. Et en fait, c'était à la fin, on se dit, mais il se moque de moi, enfin, il y a quelque chose. Et en fait, c'est ça que j'appelle l'espèce de déni organisé et de solidarité, c'est qu'il représentait certainement tout ce qu'il combattait, et pourtant, il l'acceptait, enfin, c'est une partie de son cerveau qui l'acceptait, et même, il le valorisait, on va dire, auprès de nous. Et ce dernier plan, il raconte ça. Donc la solidarité, pour moi, elle se joue entre les femmes, évidemment, mais c'est surtout quelque chose qui est propre à des sociétés où il y a tellement d'interdits qu'à un moment donné, il faut se créer aussi des espaces de liberté. Et ça passe aussi par fermer les yeux. Et même quand c'est énorme, même si c'est aussi énorme qu'un string jaune comme ça qui nous saute aux yeux, on est prêt à ne pas le voir pour que chacun puisse être libre. Une forme de bienveillance, d'ailleurs, un peu entre oui. Et sur ces derniers points, pour les coiffeurs de votre grand-père ou les strings du boulanger, et c'est pas forcément peut-être le déni et fermer les yeux, c'est que certaines personnes, comme les personnages dans le film ou les coiffeurs en question, ils ont quelque chose de charismatique, comme la coiffeuse qu'on a vue, qu'ils arrivent à inventer leur manière d'être, qui peut passer même auprès des gens qui ne sont pas du tout... Oui, ça, ils inventent quelque chose. Il y a cette et dimension, là, oui. Peut-être le personnage du boulanger, avec son string, on le voit qu'il y a la police, les pinces, la crise. Et finalement, tout ça, ça se ramasse sur le string qui est discret et qu'il arrive à l'imposer et imposer sa différence d'une façon, comment on va dire, plus élégante, entre guillemets, malgré que ça, je vois ce que ça vous voulez saute dire. à l'œil. On peut avoir des personnages tellement extravagants, avec des personnes tellement fortes qui s'imposent malgré tout. Mais bon, quand même, par exemple, alors, si on parle vraiment du réel, je veux dire, dans toutes les familles, il y a des... Enfin, dans toutes les familles, oui, j'imagine, mais en tout cas, par rapport à l'homosexualité, parfois, il y a des cas qui sont évidents. Pour plein de raisons. Je dis pas que ça se voit sur des choses, on va dire, physiques ou vestimentaires, c'est pas ça, mais on sait que un tel est homo, mais on ne va jamais l'exprimer et on va accepter plutôt, on va dire, de se taire et de laisser, on va dire, plutôt que de rentrer, on va dire, dans un débat qui pourrait faire exploser le groupe. C'est ça que je veux dire. Bonsoir. Je connais pas Tunis et je connais pas la Tunisie, mais votre film parle à toutes les personnes qui retournent dans le pays de leurs parents avec un regard à la fois désespéré, bienveillant, désespéré, bienveillant, désespéré, bienveillant. Et finalement, on en sort avec beaucoup d'optimisme. Donc, merci beaucoup pour ce film. Bon, la référence que je vais citer n'est pas du tout une comédie, mais je pensais à Zorba le Grec, où ça finit dans une tragédie, et là, c'est pas du tout une tragédie. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir ce que symbolisait la scène avec son grand-père.
Bon, c'est un petit clin d'œil, alors, parce qu'on parlait des références, mais un clin d'œil qui est arrivé plus tard. Mais là, c'est le clin d'œil inconscient à Goodbye Lénine, je pense, un petit peu. Mais surtout, ça symbolise toute la partie, comment dire, moins réjouissante en fait de l'après-révolution, c'est la nostalgie qui est arrivée très très vite par rapport à l'ancien régime. C'est-à-dire que bon, les espoirs ont été tels que voilà, la déception a été voilà, plus ou moins au même niveau, quoi. C'est-à-dire que les gens ont été très très vite déçus de l'ordre politique qui a été mis en place. On a eu évidemment les premières attaques terroristes, l'arrivée des islamistes, la chute du tourisme, la crise économique. Enfin voilà, c'est ça les conséquences à court terme de la révolution. Et certainement que c'est lié à n'importe quel changement brutal. Avec le recul, on se dit évidemment qu'on n'aurait pas pu espérer un contexte voilà, rose dès les premières années. Et donc, ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui regrettent Ben Ali, beaucoup. On l'entend de manière très très décomplexée en Tunisie. Et ce personnage-là, il incarne à la fois ce côté complètement décalé parce que la révolution a été brutale, et aussi il anticipe la suite parce que des gens qui vont ressortir les tableaux qui étaient à l'époque imposés par le président, qui vont les ressortir en disant voilà ce qu'on a perdu, et ben, ils sont aujourd'hui très 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 nombreux. Qui lui envoie la lettre à la fin alors? C'est Kafka. non, mais c'est l'ancien régime. Non, mais en fait, cette lettre, toute cette trame administrative, elle est. Alors là, c'est vraiment. C'est l'absurdité que j'ai poussée à son maximum. C'est-à-dire que cette lettre, elle arrive, on ne sait même pas qui sont ces gens. Oui, Demis Roussos, Julio Iglesias, peut-être, on ne sait pas. Peut-être, tout est possible dans cette administration. C'est une administration à la fois très, proche de nous, parce qu'on on s'est tous heurtés à la bureaucratie d'une manière ou d'une autre. Là, évidemment, il y a une autre dimension, parce que sachez d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, oui, le coût de la lingerie, tout ça n'est pas de la fiction, c'est du réel. C'est vraiment... Voilà, ce sont des choses que j'ai tirées d'observation. Le fait de vendre de la lingerie ou des vêtements comme ça importés, c'est une manière aussi d'arrondir ses fins de mois. Beaucoup de gens font aussi font du commerce pendant leurs heures de bureau ou après, etc. Donc il n'y a rien d'exagéré là-dedans. Mais surtout, c'est cette administration. Je les ai écrites non seulement pour essayer d'incarner cette histoire d'autorisation, parce que même si cette autorisation est nécessaire en Tunisie pour pratiquer, c'est aussi une autorisation symbolique pour elle, pour se faire accepter dans cette communauté. La jeune fille tout à l'heure parlait de cette dimension de déracinement des binationaux comme elle, mais surtout cette administration vide, avec ce personnage qui fuit dès qu'on l'appelle, ses bureaux vides, ses portes comme ça qui claquent. Ça raconte aussi l'absence de leader, le vide politique qu'il y a eu après la Révolution, et peut-être qu'on a encore aujourd'hui, malheureusement. En tout cas, l'absence vraiment de solution ou d'alternative vraiment crédible. Et voilà, et là encore, à partir d'un décor, à partir d'une fonction qui est l'administration, la comédie m'a permis d'en tirer, on va dire, une matière comique et en même temps de raconter aussi ces différentes choses sans avoir à passer par quelque chose de trop sérieux. Sur la scène finale, encore, c'est une poubelle qui jette sur la plage, c'est ça? Ah, alors oui, c'est intéressant. Effectivement, vous voyez le policier en train de se disputer avec une famille qui vient de pique-niquer, qui est en train de repartir. Et puis à la fin, il lui jette son sac d'ordures au pied. Là encore, c'est un clin d'œil parce que longtemps, les gens pique-niquaient en Tunisie sur les plages et laissaient tout sur place. Et il y a une campagne, ceux qui sont tunisiens vont s'en souvenir, il y a une campagne avec un coyote, je crois, qui faisait le ménage comme ça sur les plages. Et ça a été une énorme campagne de sensibilisation qui a plutôt bien marché, un petit peu. Et après, quand Ben Ali a sauté, alors là, les ordures sont revenues partout, dans les rues. Le pays est redevenu sale, malheureusement, à plein de
dans plein d'endroits. Et puis ce geste-là, où il lui jette son sac d'ordures sur ses Santiago, c'est aussi le rapport à la police qui a changé. Sous Ben Ali, le mec, là, il serait au sous-sol du ministère de l'Intérieur en train de se faire torturer. Après la Révolution, les flics ont perdu totalement leur crédit. Ils étaient méprisés, menacés. D'ailleurs, dans le film, c'est des petits détails, mais ils se déplacent jamais tout seuls, les flics. Ils sont toujours à 2 ou 3. Et parce qu'ils étaient menacés. Ils n'avaient pas le droit d'intervenir seuls. Et même dans le commissariat, il y en a un qui dort au fond, je ne sais pas si vous voyez, certains l'ont peut-être vu, c'est que voilà, ils faisaient comment on appelle ça, des 3-8 en fait. Toujours du monde, ils étaient en sureffectif parce que les commissariats, la figure de la police était menacée. Faut dire que les policiers, c'était un État policier sous la dictature, les policiers ont usé, abusé de leur pouvoir, et la population avait une rage contre eux absolument incroyable. Et donc ce flic-là, c'est aussi une victime de tout ça, et ces poubelles qu'on lui jette aux pieds, c'est tout ce qu'on pense des flics à l'époque aussi. Écoutez, vraiment, merci infiniment d'être revenu dans le cinéma de votre enfance. Voilà. Et merci à vous d'être